Donc bonjour à tous et à toutes, donc je suis Sébastien Verber, je suis enseignant formateur et je vais essayer de vous présenter à travers cette petite vidéo, donc qui est une première pour enseignement catholique actualité, mais quel meilleur exemple pour pouvoir illustrer le sommet international de l'iPad et du numérique en éducation du 18 et 19 mai, à laquelle j'ai participé en tant que conférencier, mais aussi en tant qu'auditeur, pour voir un petit peu ce qu'il se dit, ce qu'il se fait dans les 41 pays de majorité francophone qui étaient représentés. Donc 1400 personnes de divers horizons, enseignants, formateurs, parents d'élèves, directeurs d'établissements, chargés de recherche, universitaires. Donc des personnes assez diverses et variées, mais un melting pot qui est, on va dire, ouvert à la culture numérique. Et donc, quand on enferme ces personnes pendant 48 heures et qu'on les laisse discuter et cogiter ensemble, on peut, ou du moins j'ai pu en ressortir 5 axes: innover, oser, orienter, organiser, rassurer. Donc je vais essayer de vous les présenter pour pouvoir avoir une vision assez synthétique de ce qu'il s'est passé là-bas. Voilà. Alors allons-y. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter donc l'innovation. Je dirais même que c'est le verbe qui va venir le mieux caractériser ces 48 heures. Donc attention, c'est pas parce qu'on va mettre dans des mêmes salles, on va dire 1400 pédagogiques, donc qu'on va forcément chercher de l'innovation. L'innovation ne rime pas forcément avec nouveauté. L'innovation va plutôt s'accorder avec une réflexion par rapport à nos pratiques et à notre façon d'engager le cours, la relation avec les élèves, en ayant cet outil numérique. Dans l'introduction qui avait été présentée, on illustrait de façon assez humoristique l'école avec une diligence à réaction. C'est-à-dire qu'on a des pratiques qui sont plutôt anciennes, mais on va utiliser un outil numérique doté d'un formidable outil d'accélération. Mais si le cocher ne change pas ses pratiques, à mon avis, il va y avoir quelques soucis. Je crois que c'est la même chose, le même esprit dans lequel on va pouvoir avancer et travailler dans cette innovation. Je dirais que je vais prendre 2 exemples pour ces innovations qui soient à la fois qui sont techniques, mais qui vont interroger nos pratiques. La première, on va dire, la plus flagrante, c'est l'intervention d'humanoïdes, on va dire, donc avec le phénomène Nao, ce fameux petit robot que l'on voit un petit peu actuellement partout, qui a été utilisé et présenté dans une classe avec des enfants à handicap particulier, mais un handicap plutôt lourd. L'idée était par l'enseignante de présenter une relation très différente, dans laquelle elle, enseignante, elle va se faire médiateur entre l'outil, qui est rendu un petit peu avec des formes humaines, alors ça est tout à fait discutable, mais on va dire que c'est un prétexte à pouvoir travailler et engager le dialogue avec une machine. Alors pourquoi engager le dialogue avec une machine pour être pertinent? On pourrait se poser la question. L'idée, il est que la machine va être d'égale, on va dire, humeur, n'oublie jamais, etc. Et alors que l'enseignant, lui, va être, on va dire, impacté par son empathie vis-à-vis des enfants. Le robot ne l'est absolument pas. Donc, on va avoir cette dualité, empathie et puis réponse automatique, qui était assez intéressante et qui nous avait assez quand même bluffé dans cette façon de travailler. L'idée aussi était de présenter aussi ce type d'outil qui est actuellement, on va dire, très onéreux, en disant ce sont les enfants qui ont les handicaps ou les besoins particuliers les plus lourds qui doivent être le plus richement dotés. Donc, ce qui n'est malheureusement le cas. Après, l'autre idée, l'autre courant de pensée, on y reviendra après dans l'organisation de la salle, qui était la révolution, par exemple, avec les e-beacons. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les e-beacons, je l'ai développé dans le livre qui est gratuit, qui est sur l'App Store, qui s'appelle « Osons l'hyperflexibilité ». C'est une petite puce, alors je dois en avoir ici, donc une petite puce que l'on va qui émet un simple bip bip. Donc c'est comme un phare. On va dire que c'est un bip avec une fréquence particulière. Alors il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les on va
va dire, les façons dont on pourrait imaginer les choses, mais ce bip va pouvoir générer une action particulière. Alors moi, l'idée particulière que j'ai pu travailler, c'est que je l'ai intégré directement dans cette coque ici. Je l'ai intégré dans la coque des enseignants ici sous la forme, alors on ne voit pas très bien ici sur la vidéo, mais elle est intégrée dans la coque des enseignants, c'est-à-dire que quand l'enseignant rentre dans la salle, les iPads qui sont dans ma salle, par cette technologie-là, technologie e-Beacon, savent que je suis rentré. Et donc de ce fait-là, l'iPad va se déverrouiller ou va se verrouiller en fonction des droits ou des envies ou du scénario pédagogique que j'ai pu mettre en place. L'idée est que je puisse me concentrer à 100% sur ma pédagogie et sur l'attention particulière que j'ai avec les enfants et que la technologie et les droits se génèrent automatiquement. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire que dans une salle de classe, on pourrait même trianguler, on va dire, les positions de classe et en fonction de l'endroit où l'enfant est assis, je n'aurai pas les mêmes droits. Alors, je ne sais pas si on voit très bien ici, mais la chaise que j'utilise ici, qui est faite par un fabricant français, Wood Mobilier, donc, qui est une chaise sur roulette, avec la petite tablette ambidex, etc., qui me permet d'avoir une grande flexibilité au sein de la classe. On peut même coller ce genre de stickers, alors c'est très fin, on le colle sous la chaise, et de ce fait-là, en fonction de l'endroit où l'enfant va se placer dans la classe, et on pourrait imaginer des scénarios pédagogiques avec des droits différents. Donc, en termes d'innovation technique, mais qui vont cette fois-ci interroger nos pratiques et nos envies pédagogiques, on va avoir une véritable innovation. C'est-à-dire qu'on peut repenser complètement notre façon de faire et notre quotidien. Donc voici, on va dire, deux exemples phares qui présentent l'innovation qui a pu être vécue au sein de ces conférences. Alors le second verbe que j'ai choisi, ça serait oser. Alors oser, paradoxalement, l'école n'est pas une terre de prédilection où l'on ose. C'est pas un lieu où par défaut on va tenter des expériences parce qu'on a la pression de la réussite de nos enfants, parce qu'on a la pression du baccalauréat, du brevet des collèges, de l'interrogation de la dictée qui va arriver la semaine prochaine. Mais je crois que c'est fondamentalement le lieu où il faut oser. Il y a une conférence que je vous invite à lire sur les conférences de type TED, je ne sais pas si vous connaissez dessus, qui est d'ailleurs la conférence la plus lue actuellement, qui est Comment l'école a tué la créativité. Donc attention, alors c'est présenté de façon un petit peu humoristique, un petit peu provocatrice, je dirais même, mais ça laisse réfléchir. Donc, dans les différents exemples, je vais même en prendre un quatrième. Dans les 4 exemples que je vous présentais, ici, de Osons, ce serait Osons la réalité augmentée. Alors, actuellement, la réalité augmentée, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'appareil, ici, qui va regarder un objet réel, cette fois-ci, va nous superposer une image virtuelle sur la réalité. Alors actuellement, on trouve cela dans des beaux exemples au niveau des musées, des jeux vidéo, ou des choses comme ça. Mais on a pu voir des activités pédagogiques qui étaient réellement pertinentes avec la réalité virtuelle. C'est quelque chose sur laquelle il va falloir se concentrer et je ne manquerai pas de vous présenter quelques exemples dans les semaines et les mois qui arrivent de ce que j'ai déjà pu mener, puis faire, et quel matériel et quels résultats, et quelle plus-value pédagogique pour les enfants ou éventuellement pour les enseignants. Osons aussi la prise de parole à plusieurs. Donc les outils actuellement qu'on utilise sont pratiquement tous collaboratifs. Et en plus collaboratifs en direct. C'est-à-dire que les enfants peuvent travailler de façon synchrone ou asynchrone, mais de façon collaborative sur un seul et même document. Donc maintenant on sait que toute la suite créatives, Pages, Numbers, Keynote, etc. ont cette technologie-là, qui est la collaboration et en plus en temps réel. Alors c'est intéressant en classe, parce qu'on peut mener un travail de fond et on voit directement, enfin même les élèves peuvent voir directement ce que font les autres, et on a une mise en commun qui est quasi immédiate. Mais après on a des logiciels ou des applications qui sont un petit peu différentes, qui font ce genre de choses maintenant, les cartes heuristiques, les tables blancs interactives, donc on va dire Explain Everything par exemple, vient de lancer son application interactive et en temps réel. Donc il y aurait oser une prise de notes à plusieurs et différentes. Dans cette prise de notes, je dirais aussi, osons ne pas écrire. Alors,
bien sûr, ça ne peut pas se proposer systématiquement et à n'importe quel niveau. Mais ce qu'ils appellent là-bas le sketchbooking donc, devient un usage de classe qui tend à se démocratiser et être de plus en plus utilisé et plébiscité par les enseignants. C'est-à-dire que ce sont des cartes heuristiques dessinées, mais qui sont moins organisées éventuellement qu'une carte heuristique, qui demande une réflexion quand même un peu plus importante. Mais c'est peut-être une belle porte pour la mise en place de la prise de notes par carte heuristique, qui pour moi a un bel avenir, pour l'avoir déjà testé de nombreuses fois dans de nombreuses situations, même avec des enfants relativement jeunes, ça fonctionne bien. Je crois que c'est une piste qu'il va falloir suivre de très très près. Et enfin, donc je me suis permis un quatrième axe de Ozon. Ozon, la différenciation pédagogique. Donc actuellement, elle est faisable. Elle est plus facilement, déjà dire même faisable, parce que la technologie nous permet de le faire. Alors tout à l'heure, on a vu avec la technologie des e-beacons ce qui était possible de faire au sein d'une classe pour avoir des droits, des activités, des applications différentes. Mais on a aussi cela avec des activités plus traditionnelles, avec des flashcodes, avec des exercices en ligne, avec des e-books. Mais actuellement, il va falloir travailler avec une différenciation pédagogique la plus pertinente possible parce que la technologie nous le permet et ça ne demande pas un travail fondamentalement on va dire conséquent pour l'enseignant pour mettre en place. Alors qu'avant, ça l'était, il fallait finalement faire 3-4 cours au sein du cours. Mais là, je renvoie quand même sur nos collègues de primaire qui savent faire ça. Hein. Attention, on a des choses à apprendre d'eux, et donc on va dire que quelques enseignants du lycée ou même du collège, on devrait peut-être aller faire un petit tour de temps en temps en maternelle et en primaire pour voir cette animation avec une multitude de niveaux et comment on fait, pourquoi on le fait, et comment ça s'acquiert, et comment on la prépare. Donc, osons la réalité virtuelle, osons la prise de notes à plusieurs, osons ne pas écrire tout sous forme de texte, osons la différenciation pédagogique. Alors un axe qui m'a fait sourire, on va dire, dans ce colloque, qui a été peut-être le plus plébiscité, parce que maintenant, ça fait déjà quelques années qu'on a des déploiements de grande taille qui existent dans de nombreux établissements, et on commence à apercevoir les limites de ce système-là, qui sont l'organisation de la classe. Alors, toujours dans l'introduction, cette fois-ci de Nancy, on avait une phrase qui était assez cocasse, parce que la classe du futur, dans le secondaire, ressemblera tout simplement à une classe maternelle. C'est-à-dire des îlots différents, avec une rotation, avec des choses, mais on aurait une structure de classe de type maternel qui est, on va dire, qui a été plébiscitée absolument par tous et toutes les matières, et dans de nombreux pays. Alors ça m'a fait sourire parce que c'était déjà le thème que l'enseignement catholique avait voulu défendre lors du printemps du numérique à Saint-Malo cette année. On avait déjà posé cette problématique et on avait déjà mis en place cela même dans la conception et l'accueil de la rotonde qui avait été imaginée par mes collègues et par toute l'équipe, on va dire, du printemps du numérique de cette année. Donc, organisons l'espace avec cette fois-ci des salles de type maternel, mais on voit aussi des espaces qui sont plutôt dédiés, ou des coins de la salle qui sont plutôt dédiés à ce qu'on appelle des Fab Labs, c'est-à-dire des lieux, un petit peu comme ici, donc des cellules dans lesquelles on aurait du matériel à disposition pour pouvoir faire une vidéo. Alors ce que je dis ici, un éclairage, l'écran vert qui est derrière, mais dans un autre coin qui serait la radio, donc une station de radio qui avait été aussi présentée d'ailleurs au printemps du numérique, qui peut être simplement gérée par l'iPad, mais aussi des imprimantes 3D. Là, on a découvert en plus une découpe laser dessus. Bon, ce sont d'autres budgets sur d'autres types de projets, mais créons des Fab Labs, donc des espaces expérimentaux de type atelier pour créer des choses pertinentes. J'amène ma classe dans ces outils-là et les enfants vont aller s'approprier tel ou tel outil pour pouvoir répondre à la problématique que j'ai pu imaginer. Ça veut dire aussi qu'on imagine et qu'on repense complètement notre façon de formuler les questions.
Donc par exemple, je ne dis plus ou je ne fais plus écrire rédiger la conclusion, je préfère utiliser l'expression rendez compte de vos résultats. Et de ce fait-là, les élèves se sentent plus libres de faire quelque chose de type vidéo, un audio, une carte heuristique, des choses très différentes. Bon, maintenant, je passe sous silence le problème de l'évaluation de cette, on va dire, de l'ensemble de ces documents qui sont très différents. Ça, c'est un autre problème qu'on abordera éventuellement plus tard. Donc, organisons les espaces. Organisons aussi nos pensées. Nous sommes tous d'accord que l'heure n'est plus à convaincre du numérique. On n'a jamais parlé de ce genre de choses. Alors que des fois encore, dans certaines de nos contrées, on entend encore parler faut-il aller au numérique, faut-il se lancer un déploiement. Là, absolument tous les pays sont intimement persuadés qu'on ne doit plus parler de ça, mais qu'on doit parler de comment on se met au numérique, comment on l'intègre et comment l'innovation va pouvoir venir par rapport à ça. L'innovation ne se décrète pas, elle s'accompagne. Ensuite, organisons les temps d'apprentissage. Alors attention, quand on utilise ce type d'outils avec des connexions qui sont, on va dire, omniprésentes, le temps de classe n'est plus qu'un temps d'apprentissage parmi tant d'autres. J'aime beaucoup l'expression de Michel Serres qui dit « maintenant », donc tenant dans la main, littéralement. Donc ça veut dire que les enfants ont tout le temps, maintenant, toute l'information dont ils ont besoin. Le problème, c'est l'organiser, la structurer, l'agencer pour pouvoir proposer des informations. Et c'est là que toute la part de l'enseignant est primordiale. Comment l'enseignant va-t-il pouvoir accompagner ses élèves dans ce maintenant ? Pour avoir une échelle de comparaison, on va dire que les outils qu'on utilise actuellement sont plus puissants que les calculateurs des missions Apollo. Donc ça veut dire que mon enfant de 8-9 ans qui manipule de temps en temps mon iPad a une puissance de calcul dans les mains qui nous est d'ailleurs et qui m'est à moi-même tout à fait incommensurable. Ensuite, organisons les profils pour éduquer nos enfants. Et au début, quand on a lancé ces expérimentations, moi le premier, on a créé des profils très bridés. On est tous d'accord maintenant pour dire arrêtons de brider les enfants, de toute façon plus on les bride et plus ils vont chercher à débrider le système et on ne peut pas être à l'abri de l'ensemble. Les derniers événements d'actualité nous le montrent bien. Accompagnons un maximum ces enfants dans la culture du numérique et la responsabilité. Beaucoup de nos enfants sont sur des réseaux divers et variés, réseaux sociaux ou d'autres, mais il faut qu'ils fassent absolument attention, et c'est à nous à les éduquer à cela, à l'image qu'ils vont pouvoir donner d'eux-mêmes, aux traces numériques qu'ils vont pouvoir faire par rapport à ça. Donc, il faut pouvoir les responsabiliser par rapport à l'ensemble de ce phénomène. Alors peu importe comment on les appelle, certains pays appellent des élèves qui sont autonomes, qui dirigent des autres, des escouades, moi je les appelle mon Genius Bar, enfin bref, peu importe l'ensemble des solutions, mais on converge tous pour dire il faut donner aux enfants le pouvoir de choisir, d'accompagner, d'expliquer aux autres et comment fonctionne cet outil numérique et comment on peut en être responsable. Enfin, dernier volet de cette organisation des profils, qui est l'accompagnement des parents. L'ensemble des recherches montrent que les parents actuellement deviennent un petit peu, on va dire, en décrochage par rapport à ce que font leurs enfants. On a tous eu le coup, maman, aujourd'hui j'ai fait une interrogation, et l'interrogation c'était de réaliser une émission de radio. Donc c'est assez surprenant, quand même dans un premier temps. Et donc, il faut absolument mettre en place des écoles des parents, c'est-à-dire accueillir les parents au sein de nos établissements scolaires pour leur expliquer notre façon de faire, notre façon de voir et les outils que leurs enfants vont utiliser actuellement. Encore au congrès de l'appel à Marseille, l'année dernière, on a lourdement insisté dessus parce que c'est une demande forte des parents d'élèves. Donc, ayons à l'esprit cette demande et organisons l'école des parents, donc peu importe sous quelle forme et comment on peut les nommer, mais répondons à cette demande qui devient de plus en plus présente. Alors, l'autre axe que je voudrais maintenant aborder, qui est rassurer. Donc il faut rassurer déjà nos équipes. Alors peut-être que
vous vous dites vous-même, je suis en train de l'écouter, mais je ne comprends pas tout ce qu'il dit. J'ai l'impression qu'il est parti avec 10 ans d'avance par rapport à ça. Mais rassurons d'abord nos collègues pour les accompagner vers cette transition. La transition numérique ne se fera pas par les personnes qui font de l'innovation pédagogique. Donc, les pédagogues geeks, comme on les a surnommés régulièrement. Donc ceux qui partent un petit peu en avant, ceux-là ne sont pas crédibles. Pourquoi ils ne sont pas crédibles? Parce qu'ils ont toujours un cran d'avance, parce qu'ils sont dedans. Est-ce que moi le premier, dès que j'ai fini une idée, ça y est, j'en ai déjà une autre, voire deux autres derrière. Donc, travaillons sur le levier qui permettra à ces personnes intermédiaires de pouvoir faire passer ce message et on va dire d'incorporer ce message dans leur pratique. Donc, travaillons sur les acteurs secondaires, c'est eux qui feront l'intégration numérique dans nos établissements. Donc, tous ces relais. Donc, investissons sur l'innovation, oui, et sur les innovateurs, mais surveillons de très près les intermédiaires. Rassurons aussi nos parents, donc pour leur dire que l'outil n'assujettit pas forcément l'élève par rapport au numérique. Il faut être très critique par rapport à l'outil et ne le sortir que lorsque c'est pertinent. Donc si ça n'est pas pertinent, il faut le laisser sur le côté de la table ou au fond du cartable et il faut passer à autre chose. Donc rassurons déjà nos parents. Après, il y a une étude qui est sortie, pas en France, mais cette fois-ci qui a été présentée par l'équipe canadienne, qui est fortement présente, forcément, on est sur leur territoire, qui montre une démotivation croissante chez les enfants actuellement. Ils n'ont pas forcément envie d'aller à l'école et ils se rendent compte qu'il y a une forte disproportion d'idées, d'apprentissage entre ce qu'ils voient dans leur vraie vie, on va dire, dans ce qu'ils font en dehors de l'école et ce qui se passe dans l'école. Et ils ont du mal à jeter des ponts entre les deux. Donc, rassurons nos parents en disant bien attention, nous sommes bien conscients que l'outil peut créer des distances entre deux, nous en sommes conscients et nous jetons les ponts le plus souvent possible et nous consolidons ces ponts pour montrer la limite de l'outil, la pertinence de l'outil, mais que cela est intégré à nos cours. L'outil est convoqué en classe et il ne s'invite jamais. Il y a aussi l'axe de orienter. Alors, orienter, donc là, on est plutôt sur les chefs d'établissement, les chefs de projet, les centres de formation, qui sont venus là ici pour un petit peu orienter et écouter le maximum de conférences pour mesurer des tendances. Alors maintenant, comment on peut orienter ces tendances et quelles sont ces orientations qui sont à prendre? La première qui est orientons nos déploiements dans des projets. Donc, il n'y a plus et il ne faut pas faire de déploiement pour la technique. La technique, oui, est intéressante, pédagogiquement enrichissante. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a plus rien à démontrer. Mais orientons nos déploiements vers des projets pédagogiques. Je veux travailler un projet de communication, d'ouverture sur le monde, d'être plus critique par rapport à quelque chose, sur les langues, enfin bref. Mettons des projets en place qui vont convoquer l'outil. Donc, dans tous les cas, il faut éviter de prendre le projet existant, et là, cette fois-ci, que l'iPad s'invite en classe, mais convoquons-le pour faire des choses précises, des projets précis. Donc, radio, web radio, bref, peu importe la manière dont ça peut prendre forme. Orientons aussi vers des compétences. Tous les centres de formation actuellement sont unanimes pour dire arrêtons de faire des formations qui sont disciplinaires. Plus on oriente les disciplines, moins on va vers les compétences qui sont interdisciplinaires ou transdisciplinaires. Les formations disciplinaires doivent s'effacer pour mettre en place les compétences. N'oublions pas que c'est l'élève qui est au centre et on doit développer ses compétences, éventuellement à travers du français, des maths, de l'histoire, etc. Mais but du jeu, jeter un maximum de ponts entre les matières et entre leur action et ce qu'ils peuvent voir dans le vrai monde, comme on pourrait l'imaginer. Donc, et c'est ces compétences-là et ces mises en valeur dessus qui font la différence entre certains établissements
au niveau de leur projet pédagogique et de l'intégration de l'outil. Donc voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo qui explique l'article qui est juste à côté, ici dans ce magazine. Donc j'espère ne pas vous avoir fait peur dans l'ensemble de ces 5 axes, d'être suffisamment concis et précis pour pouvoir vous rassurer et avoir un retour de ce qui s'est passé là-bas. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou des demandes particulières, à me contacter directement. Il n'y a aucun souci pour cela. Une simple recherche Google me permettra de me retrouver assez simplement. Et vous trouverez aussi le matériel qui a été utilisé et présenté ici. Donc, sans aucun problème, les références qui ont pu être citées dans l'ensemble de cette courte présentation. Merci beaucoup et à très bientôt.